Merci de cette chanson qui symbolise l'union entre la République démocratique du Congo et le Cameroun, comme ça, qui est représentée dans cette chanson par Charlotte Dupanda, cette dame qui donne comme si elle était congolaise, hein. Pratiquement comme une Congolaise. Elle chante le lingala comme si elle était une Congolaise. Comme si elle était une Congolaise. Comme si elle avait grandi même en RDC. De la langue et puis elle le fait bien. Ah, voilà. Elle le fait bien déjà. Coup de chapeau à Fally Poupa qui fait de sorte que le lingala soit chanté partout et pour tout. Voilà. Alors, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Awenze. Oui, Madame Elisabeth Awenze Mpela. Et donc, nous allons parler des grossesse, VIH/SIDA et stigmatisation. Voilà. Madame Awenze, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Oui, je vais bien, merci. Déjà, nous commençons le week-end. J'espère que vous n'allez pas aller vous détendre aujourd'hui quand même à Kinkole ou demain. Vous allez peut-être dire, bon, ça va, je vais faire un tour à Kinkole, à Kimpoko pour aller me détendre un peu. C'est pas quand même interdit la détente. Hein? Ah voilà. La détente est permise pour le week-end. C'est ça. La grossesse, le VIH/SIDA, la stigmatisation. Priscilla Mosibo. Alors, Madame, nous allons parler de la grossesse, le VIH/SIDA et la stigmatisation. Voilà. Je viens avec la toute première question, qui est-ce que la femme séropositive peut-elle avoir une grossesse et avoir 2 enfants? Ok, merci Priscilla pour la question. La femme séropositive au VIH, avant d'être séropositive, elle est d'abord une femme. C'est que le désir là, de la femme d'avoir un enfant demeure en elle. Le VIH, c'est une maladie qui est arrivée, mais le désir là reste. Ce qui fait qu'après les études, on a trouvé que cette femme-là peut avoir la grossesse et peut avoir 2 enfants. Parce qu'il y a déjà des traitements par rapport à ça, à la maladie. La femme est permise d'avoir la grossesse et accoucher, avoir ses enfants. Mais n'est-ce pas, on dit aussi, lorsque une femme ou un homme qui a atteint du VIH, s'il continue à pratiquer les rapports génitaux ou sexuels, ça dit qu'il accentue encore la maladie. Et c'est vrai. Ok, par rapport à ça, je dis qu'ils sont sous traitement. Ok, il y aura un moment donné que la charge virale de cette femme-là ou cet homme-là sera indétectable. Et bien sûr, par rapport à la sexualité, on dit toujours d'avoir une sexualité responsable. Une fois la charge virale est indétectable, la personne a moins de chances d'accroître la maladie. Et cette femme séropositive VIH/SIDA, coule-t-elle de risque de transmettre ce virus à son fœtus? Oui, avant le traitement, on disait que si la femme n'est pas traitée, ne suit pas les traitements, elle a le risque de 15 à 30% d'infecter son fœtus, son bébé, quoi. Maintenant, on a dit que cette transmission se fait à 3 temps. Ok, pendant la grossesse, elle peut infecter son bébé, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Mais si la femme séropositive au VIH est sous traitement des ARV et qu'elle prend bien ses produits, la charge virale est indétectable et il n'aura pas la possibilité de transmettre ce virus à son enfant. Et que maintenant, après les études, on a remarqué qu'il n'y a qu'un seul % des chances de transmettre le virus à l'enfant. Mais comme on dit aussi, la grossesse, lorsque la femme est enceinte, il faut éviter de prendre plusieurs médicaments et ça et là, de peur qu'elle puisse faire une fausse couche. Est-ce qu'elle est en train de prendre les antiviraux et en même temps enceinte, ça ne peut pas provoquer la fausse couche? Non, au contraire, ça protège la santé de la maman et puis ça protège aussi le placenta qui est un organe qui protège le fœtus de tout ce qui est mal de la maman. Voilà, donc nous parlons de la grossesse, le VIH/SIDA et la stigmatisation. Vous savez, les femmes enceintes qui sont atteintes du VIH/SIDA, souvent, ils sont stigmatisés, ils sont maltraités. Alors, Priscilla, on peut continuer? Vous avez dit que la femme atteinte du VIH/SIDA passe
tout le moment, tout le cours de la grossesse, du début à la fin, à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Et comment ces femmes passent-elles ce moment? Comment est-ce qu'elles vivent ce moment à l'hôpital? Ok. Le moment à l'hôpital, c'est qu'ils viennent à la CPN, ok? Ils viennent pour l'accouchement et ils sont sur postpartum ou communément on appelle maternité où ils allaitent leur bébé, d'accord? Mais il y a une étude qui est passée en 2022 par AONC et il a récolté les données par rapport à ces femmes-là pour savoir leur perception, comment elles se sentent, comment elles vivent leur temps à l'hôpital. Et ces femmes-là ont témoigné qu'ils se sentaient vraiment rejetés par le personnel soignant. Et ils sentaient que non, pour les quoi, parfois on ne les appelle pas par le nom, mais on les étiquetait. La femme là qui a le VIH, on les étiquetait, au lieu de dire que non, nous allons dans la chambre, on dit le nom de la personne, non, on préfère ne pas dire le nom de la femme. Et ces femmes-là ont témoigné aussi que parfois leur statut sérologique est divulgué. Or, ils ont droit à être vraiment en sécurité, protégés par les personnels soignants. Mais ils sentent que non, l'entourage connaisse leur statut sérologique et ce qui n'a pas plu à ces femmes-là. Et les autres sont venus de notre hôpital à l'autre hôpital parce qu'on leur a dit que non, on ne vous prend pas en charge. Et la femme se sent vraiment un peu lésée, puis elle part dans un autre hôpital. Est-ce qu'elles sont obligées, lorsqu'elles viennent à l'hôpital, elles sont obligées d'informer soit aux médecins, soit aux infirmiers, soit à ceux qui vont suivre la CPN? Est-ce qu'elles sont obligées de les informer que non, je suis atteint du VIH? C'est peut-être à cause de ça qu'ils sont en train de subir tout ça? Ok. Normalement, l'OMS a permis à ce que dans chaque hôpital, il y a l'équipe de PTM, c'est prévention des transmissions mère-enfant. Ces équipes-là, des personnels soignants, sont formés par rapport à la prise en charge de ces femmes enceintes qui ont le VIH positif. Ok. Maintenant, on demande à la CPN que toute femme enceinte, on les sensibilise de passer, faire les tests pour la bonne prise en charge. Parce que tu peux croire que tu es séronégatif, or ça s'est déjà reconverti à séropositif. Et quand tu es enceinte, on check et puis on voit si c'est négatif, on te laisse poursuivre normalement la CPN. Mais si c'est positif, on te prend en charge en vue de sauver ton bébé. Et qu'attendez-vous par la stigmatisation de la femme enceinte séropositive au VIH-Sida? Ok, par la stigmatisation, je veux dire que c'est un processus qui à terme, ça fait que la personne puisse avoir de l'opprobre par rapport à la société, on les critique, on est en train de les critiquer, de la condamner, tout ça, et la personne se sent lésée par rapport à son estime de soi. Et comment pouvons-nous lutter contre cette stigmatisation? Ok, comment on va lutter contre la stigmatisation? On s'est dit que non, il faut vraiment que nous changions notre pratique. Parce que nous parlons maintenant des soins humanisés. Quand on parle des soins humanisés, c'est que les personnels soignants doivent mettre la patiente ou la parturiente ou cette femme séropositive au centre de nos soins. Et quand on met quelqu'un au centre du soin, c'est qu'on le considère comme nous-mêmes. Et quand on considère la personne, la parturiente comme nous-mêmes, on ne peut pas aller divulguer son secret, on ne peut pas aller divulguer son statut, on ne peut pas commencer à l'étiqueter, on ne peut pas les rejeter pour dire que non, je prends les signes vitaux chez quelques-unes, là, je ne pars pas là-bas, là, je peux passer après, là, l'accouchement, là, vraiment, non. Là, la personne se sent lésée et la personne sera isolée, ça ne sera pas bon pour le suivi de son soin. Est-ce que les aides-soignantes craignent peut-être la contamination pour ce qu'ils disent? Je vais piquer cette femme, par exemple, je dois la toucher, je dois faire, parce qu'il faut faire les examens prénatals, il faut faire les toucher et tout ça. Est-ce qu'elles craignent la contamination? Ok, par rapport au personnel soignant, d'abord, dans notre principe, on s'est dit toujours que nous considérons toute femme ou bien toute personne qui vient comme un séropositif. Alors nous nous protégeons avec les gants. On ne peut pas faire un soin sans gants, on ne peut pas faire les toucher sans gants. Déjà les gants là nous protègent même si nous faisons les soins, il n'y a pas moyen de se transmettre la maladie. Voilà, alors voilà, nous parlons de la grossesse, le VIH-Sida et la stigmatisation. Vous savez que les femmes sont stigmatisées par rapport
à leur état de santé, parce qu'elles sont enceintes et elles sont atteintes de VIH-Sida. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir d'abord, ces personnes-là, ce sont aussi des hommes comme nous. Ils n'ont pas péché. Peut-être ils sont seulement atteints par cette maladie de cette manière-là, mais ce n'est pas un péché qu'il faut commencer à les écarter de la société. Et comme ça, alors, est-ce qu'on peut évoluer, Priscilla? Selon vous, Madame Elisabeth, quels sont les moyens quels sont les moyens pour lutter contre cette stigmatisation? Les moyens dont j'ai parlé, les obstacles peut-être. Oui, les obstacles, pardon. Qui par rapport par exemple, les mythes, oui. C'est les racontages, ce que les gens racontent par-ci par-là, que non, même si vous touchez quelqu'un qui est séropositif, directement vous êtes contaminé, c'est pas vrai. Donc c'est faux. C'est faux quand vous touchez quelqu'un contaminé de VIH-Sida, vous ne pouvez pas. Ou encore vous buvez dans un même verre. Que cette personne. Pas ça. Ok. On s'est dit que non, ce qui bloque, c'est d'abord l'information. Les gens manquent l'information factuelle. L'information qui dit que non, la transmission se passe par les rapports sexuels non protégés. Et ça se passe de la mère à l'enfant, de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Que même les personnels soignants ne savent pas qu'il faut respecter ces femmes-là, les considérer. Quand il n'y a pas l'information, par exemple, par rapport aux normes, les principes de normes éthiques, si le personnel soignant ne sait pas que non, quand je soigne Priscilla, je dois garder tout secret que je dois avoir dans le corps de Priscilla, tout ça, je n'ai pas droit à divulguer son secret. Même sa voisine de chambre ne peut pas savoir que non, Priscilla a quelque chose dans son corps qui ne tient pas. Ok? Ce qui bloque, c'est l'information du côté de la parturiente, de la femme enceinte VIH positif et même du côté du personnel soignant. Alors nous allons vous poursuivre. Hein. Si vous continuez à divulguer des informations, des trucs comme ça, on va vous poursuivre en justice puisque c'est ce qu'on appelle les faux bruits, divulgation des faux bruits. Alors, Président. Alors comment est-ce que la femme enceinte séropositive peut-elle vivre positivement avec ce VIH? Ok, normalement, la femme doit accepter sa situation. Une fois qu'elle accepte sa situation, il va maintenant commencer à positiver sa vie, voir les choses du côté positif. Du bon côté, voilà. Oui. Et vraiment ne pas faire que non, oui, puisque c'est vraiment le cas. Elle accepte de prendre le traitement parce que la situation est là. Et elle se prend en charge. Parce que lorsque le personnel soignant prend son temps pour donner l'information à cette femme-là, c'est comme s'il donne la capacité à cette femme-là de se prendre en charge. Je sais que non, à mon moment de produit, c'est là, je prends mon produit et voilà, je planifie ma grossesse ou non, je ne planifie pas et prends le service de planification familiale, on donne l'information sur la planification familiale et lorsqu'il aura besoin d'avoir un enfant, il dit à son sage-femme ou son médecin que non, voilà, maintenant là, j'ai besoin d'avoir d'enfants. Et puis, elle sait se prendre en charge, c'est ce qu'elle fait parce qu'elle a accepté sa situation. Parce qu'on entend dire qu'une fois que vous êtes au courant de votre état de santé, donc disons vous êtes atteint du VIH-Sida, le fait de s'apitoyer sur son sort fait à ce que la personne meurt vite. Oui. Il y aura des soucis, il va commencer à s'inquiéter, tout ça. Mais quand vous positivez votre vie, tout, vous voyez que non, je vis comme les autres. Parce que même les loisirs des samedis, ils ont droit. Voilà, donc il faut. Donc, maintenant, ça va dépendre aussi de l'entourage qui seront au courant de cette situation. Priscilla, on évolue. Alors, il y a une autre question, où je dirais, que comprenez-vous par le modèle de la capacité ou de l'empowerment? Ok. Par ce modèle de la capacité ou soit de l'empowerment dans notre profession de santé, c'est qu'on donne l'information à la femme pour se prendre en charge. Tu lui parles de tout ce qui concerne sa santé pour se prendre en charge. Vous la responsabilisez de sa situation. Parce qu'elle est en train de vivre des situations où elle aura toujours besoin peut-être des conseils, de quoi, qu'elle ait des informations suffisantes pour se prendre en charge. Oui. Et même voir son environnement dans un côté positif. C'est-à-dire que non, maman va n'a quoi, maman va n'a quoi parce qu'à le VIH, non, on ne peut pas avoir des idées noires. Vraiment rester positif et être capable, par la empowerment, c'est la capacité qu'on donne à la femme de se prendre en charge. Et c'est que nous, je suis enceinte, je ne vais pas rester à la maison, je dois suivre
les médicaments, Oui. il faut que j'aille prendre faire les tests pour voir comment est ma charge virale. Elle sait ce qu'elle fait parce qu'elle connaît sa situation. C'est qu'on les rend capable de se prendre en charge elle-même. Oui. Voilà. Et quelles sont les conséquences de la stigmatisation chez la femme enceinte? Oui, Ok, par rapport à la conséquence, en milieu de soins. Oui, toujours nous sommes dans le milieu des soins. Ouais. On dit que la femme, lorsqu'elle est stigmatisée, on voit que non, il se sent isolé. Il se retrache même des autres. C'est comme même si les femmes là qui sont, je ne sais pas si vous connaissez la fistule. Les femmes là qui urinent, les urines sortent dans les vagins. Okay. Ils sont souvent stigmatisés parce qu'ils n'ont plus la joie de vivre. Vouloir ou pas, ils sont là mouillés. Et est-ce qu'il ira à la fête? Non, il va s'isoler. Et c'est la même aussi avec les femmes séropositifs. Une fois qu'ils sont stigmatisés, ils se sentent vraiment là, isolés en soi. Et puis, les autres peuvent même arrêter les soins. Et quand la personne arrête les soins, c'est ce qui va suivre. Il y aura des complications et qui va aller jusqu'à la mort. Okay. Et que peuvent faire les prestataires de santé pour rendre ce service plus accessible aux femmes enceintes séropositives? D'accord, par rapport aux professionnels de santé, on dit que non, ces personnels de santé doivent, comme on avait dit, humaniser les soins, donner les soins avec équité. Quand on dit équité, c'est que chaque personne qui vient pour notre service, que ce soit la CPN, que ce soit l'accouchement, que ce soit postpartum, qu'on donne un soin égal à toutes les femmes. Les soins égaux à toutes les femmes, peu importe son état de santé. C'est très important puisque vous êtes là pour rendre service. Vous avez choisi ces métiers, mes chères dames, messieurs. Vous avez choisi ces métiers d'être aide-soignant, de personnel soignant. C'est parce que vous avez choisi à rendre service aux gens. Hein, les aider, peu importe leur état d'esprit, parce qu'il y a une personne qui est déjà séropositive et que vous êtes en train encore de la stigmatiser ou de la discriminer de la société, vous la poussez à la mort déjà, vous la poussez rapidement à la mort. Donc ce n'est pas du tout bien et c'est pourquoi nous parlons de cette thématique et grossesse, VIH, SIDA et la stigmatisation avec Madame Elisabeth Awenze, que je vous rappelle que c'est une sage-femme. C'est comme ça, je n'ai pas dit femme sage. Hein? Non, c'est sage-femme qui est une sage-femme et qui connaît bien ces domaines et c'est pourquoi il est très important d'écouter et surtout vous qui nous suivez à la maison, vous qui nous suivez déjà dans les hôpitaux, dans les centres hospitaliers là-bas, vous nous suivez, essayez de vous comporter en professionnel. Priscilla. En parlant du professionnel, Madame Elisabeth, pouvez-vous nous parler de l'éthique professionnelle? Ok, merci Priscilla pour la question. L'éthique professionnelle, c'est un ensemble de principes moraux que les personnels soignants doivent respecter obligatoirement. Ok? D'abord, il y a la bienfaisance. Nous sommes là pour faire des biens aux malades, et spécialement les femmes enceintes avec VIH positif. Il y a le principe de non-malfaisance. On ne peut pas faire du mal à ces femmes-là pour dire que non, je l'abandonne, je les rejette, je l'étiquette, je fais ceci parce qu'elle est séropositive. Non. On a demandé qu'on puisse humaniser les soins. Il y a le principe aussi de l'autonomie et de la justice. On doit être comme personnel soignant, vraiment être juste envers tout le monde. Si je donne l'explication à la malade numéro 1, numéro 2 jusqu'à la fin. C'est pas que non, je commence à choisir que non, elle a des cabellos, tout ça, je m'intéresse plus à elle, je suis là pour elle, à tout moment, je prends les BSF, tout ça. Mais l'autre est là, comme elle est séropositive, je ne peux pas aller là-bas. Non. Quand on respecte l'éthique, vraiment, nous allons être de bons personnels de santé. Oui, parce que ça nous aide vraiment, même que la parturante là puisse avoir, la malade là puisse avoir confiance en nous. Parce que c'est que non, si je me confie à tel personnel, je suis vraiment sécurisée, je suis comme ça. Et puis quand le contraire s'est fait, on sent vraiment qu'il y a une distance entre la malade et le personnel soignant. Parce qu'il sent que non, il n'est pas en sécurité. Et pouvez-vous nous donner les avantages du modèle de capacité, de la mise en œuvre du modèle de capacité voilà, aux femmes des femmes enceintes VIH? L'avantage de ce modèle de capacité, on dit que ce modèle-là, si on explique à ces femmes-là séropositives, qu'est-ce qu'on aura comme avantage? Premièrement, il y a augmentation de puissance d'agir sur son être. Et c'est non,
à tel moment j'ai fait ça, à tel moment je sais faire ça, et ouf, j'ai pas besoin de la grossesse, je prends quoi, mon médecin est là, ma sage-femme est là, donne-moi l'information sur la planification familiale. Elle sait agir sur sa santé. Ça augmente aussi la puissance sur son environnement. Il sait que non, mes parents ou bien mon mari, je ne sais pas qui peut avoir l'information, mais j'ai vu ma vie normalement. C'est pas parce que mon environnement est là que je puisse commencer à m'inquiéter. Non, qu'est-ce que je veux faire, tout ça, non. Tu sais que non, tout ce qui est tranchant pour toi, tu ne peux pas partager avec une autre personne. Tu sais, tu as l'information suffisante. Il y a aussi l'augmentation de puissance sur son vécu. Ils sont là, ils sont en train de vivre beaucoup de malaise, de prendre les produits chaque jour, ce n'est pas facile, mais ils acceptent. Et cette modèle-là lui donne les explications et puis la personne accepte sa situation. Oui, c'est ça. Et avez-vous un message pour toutes les femmes, ou spécialement à toutes les femmes enceintes séropositives VIH/SIDA? Ok, comme nous sommes toujours dans le mois de la femme, oui. Pour, toutes les femmes doivent s'investir et accélérer les rythmes, de réfléchir sur leurs droits et de s'autonomiser. Les femmes séropositives enceintes ou pas doivent personnellement rester positives dans leur vie, ok? Et avoir de l'estime de soi, de son environnement et d'avoir une responsabilité dans sa situation. Le mois de mars est un moment de réflexion pour savoir l'importance de la valeur féminine, de vivre ses droits dans la société. Et les femmes qui nous sommes là, nous sommes très magnifiques. Que ce soit avec la séropositivité au VIH ou pas, sachant que nous sommes trop magnifiques et notre valeur, nous devons faire rayonner autour de nous. Voilà. Que vivent les femmes du monde et que vivent les femmes séropositives. Que vivent les femmes du monde, que vivent les femmes séropositives. Merci beaucoup à vous, chères dames. Vous avez compris que je me suis tue parce que je devais laisser quand même les femmes pouvoir honorer ces beaux moments. Le mois de mars exigeant. Et surtout que je suis un homme genré, j'aime les femmes aussi. Mais je prodigue juste conseil aux aides-soignants ou au personnel soignant, s'il vous plaît, ne nous poussez pas à avoir plus d'orphelins encore dans la vie, parce que si vous stigmatisez ces femmes-là enceintes, elles risqueraient même le jour de son accouchement de pouvoir perdre la vie parce qu'elle sait déjà qu'elle a été maltraitée. Est-ce qu'après même l'accouchement, elle va même s'imaginer, est-ce que vous la toucherez? Est-ce que si même ça arrive, si ce n'est pas la naissance à la voie basse, ça doit être par l'opération ou par césarienne. Déjà, elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils vont même me toucher? Parce que là, les sangs entrent en jeu, parce qu'on va déchirer les corps et tout qu'on sort. Même même s'il faut accoucher à la voie basse, il y a toujours ces problèmes là où on verra encore le sang. S'il vous plaît, aidez-les. Aidez ces dames parce qu'ils vont faire aussi les enfants. Peut-être il y a un président de la République qui sera né, ou un prophète, un pasteur, ou un grand monsieur, un autre médecin qui va naître à travers cette dame. Et c'est pourquoi il faut toujours les aider et les soutenir. Alors, Madame Elisabeth Awenze, qui est une femme... sage. Une sage femme. Alors, c'est fini. Merci beaucoup d'être passée, Madame. C'est la deuxième fois pendant ce mois de mars. Vous nous avez honorés comme ça. Nous aimons parce que c'est mois de mars, nous disons après ça mois d'avril, oh tu es une dame, oh non je vais passer parce que pendant ce mois de mars, vous me faites trop de fiers, même si vous n'avez même pas d'activité comme ça. Madame la ministre n'a pas voulu qu'il y ait plus d'activité ces mois ici. Bon, parce que nous avons des problèmes à l'Est. Vous avez fait ces messages-là pour la population de l'Est. Nous vous disons merci. Est-ce qu'il y a un autre mot à ajouter? J'encourage le personnel soignant vraiment de respecter les normes éthiques. Parce que c'est là même le garde-fou de notre profession. Alors, merci beaucoup, Madame Elisabeth Awenze, que je rappelle, vous êtes une sage-femme. Donc, merci d'être passée. Merci, Princilia, de faire ces débats avec Madame Awenze. Justement, nous allons sursauter beaucoup de choses automatiquement. On va prendre l'humour. Nous allons prendre l'humour et puis, vous savez, cet humour ici, Priscilla, tu vois, quand parfois nous sommes assis dans le bar,
yo malheureusement va dans la barre. Oye bien côté. Compliqué. Tu vois quand nous sommes assis là-bas, surtout ceux aux à Sayo. Surtout ceux aux à Sayo, hein, il y a des humoristes qui viennent. Barobé Tamino va spectacle moi on n'a pas possible. Alors moi je vais montrer aux gens de vivre aussi ça. Ah moi je suis curieuse hein. Je suis curieuse de voir ça. Tu vas vivre aussi ça Oui, j'aimerais bien vivre ça. J'espère que tu vas aimer à la fin. Ah, je l'espère. Tu vas aimer. Ces gens-là sont en train d'improviser par rapport à ton apparence. Waouh. L'objectif c'est quoi? Que tu mettes de l'offrande. Tu mettes l'argent. Voilà. On y va, JC.